Bien. Madame la vice-doyenne, monsieur le vice-président de l'Université de Montpellier, monsieur le directeur général de l'ARS Occitanie, chers maîtres, chers confrères, mesdames, messieurs, je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir pour lancer cette deuxième édition de la conférence grand public SPES pour soins primaires, environnement et santé, qui est également retransmise en Zoom. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à madame la doyenne, la vice-doyenne, pardon. Merci. Alors, monsieur le professeur Jacques Mercier, vice-président en charge de la recherche, représentant le président de l'Université de Montpellier-Nîmes, monsieur Didier Jaffre, directeur de l'ARS Occitanie, madame Marie-Pierre Allier, médecin santé publique de l'ARS, monsieur le docteur David Costa, directeur du département universitaire de médecine générale de Montpellier-Nîmes, monsieur le docteur François Carbonel, sans qui nous ne serions pas là, monsieur le docteur Grégoire Mercier, qui va nous faire le plaisir de nous faire notre conférence ce soir. Madame le docteur Eva Decotte, qui ce matin nous a enchantés par l'éco-responsabilité des cabinets. Mesdames et messieurs les enseignants, chers collègues, mesdames et messieurs les participants, mesdames et messieurs, surtout les membres de l'administration, merci pour votre organisation qui a été toujours très efficace aujourd'hui et qui a fait que cette journée s'est passée de façon magistrale. J'ai l'honneur de représenter Madame le professeur Isabelle Lafont, doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, pour la deuxième édition de la conférence grand public de SPES. Par ces quelques mots, je voulais souligner en son nom et au nom de la faculté le plaisir de vous accueillir ici, sur le site Arnaud de Villeneuve, dans notre faculté qui est vieille de 802 ans et qui pourtant est toujours ancrée dans la modernité, pour écouter le docteur Grégoire Mercier nous parler de l'impact sur la santé des vagues de chaleur. La conférence de ce soir clôture la journée d'enseignement sur l'environnement dédiée aux internes de médecine générale, riche en échanges et en compréhension de l'importance de l'interaction environnement et santé. Cet événement s'inscrit dans une continuité et sera renouvelé l'année prochaine grâce au soutien de l'ARS, et nous la remercions. La connaissance des déterminants environnementaux, modifiables ou non, s'impose de notre approche de soins. Généraliser la formation à l'environnement de tous les professionnels de santé est une priorité dans l'avenir. La dernière crise sanitaire, les événements climatiques comme les inondations ou les vagues de chaleur, thème de notre conférence de ce soir, nous ont sensibilisés à l'interaction de l'environnement et de la santé avec des conséquences sur notre organisation des soins. Nous avons tous ressenti les vagues de chaleur cet été, que l'on soit un professionnel de santé ou un simple citoyen. Mais en tant que professionnel de santé, en particulier en soins primaires, nous avons une responsabilité collective de l'organisation des soins au niveau de la communauté professionnelle de territoire de santé ou individuelle au niveau des cabinets ou au niveau des maisons de santé pluriprofessionnelles en repérant les personnes vulnérables et en adaptant notre prise en charge. Pour conclure, 2 points fondamentaux. La santé environnementale est une orientation stratégique forte de la faculté de médecine, tant sur le plan pédagogique que sur le plan scientifique. Mais nous sommes tous concernés, en tant que citoyens, en tant que professionnels de santé, quelle que soit notre formation, quelle que soit notre discipline. L'environnement, c'est de notre responsabilité citoyenne. Je vous souhaite donc, au nom de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, une excellente conférence. Bien, Madame la vice-doyenne de la faculté de médecine, chère Béatrice, Monsieur Didier Jaffre, donc directeur général de l'ARS, tous les collègues qui ont déjà été cités, hein, Grégoire, David, et avec ceux qui j'ai l'occasion de rencontrer régulièrement, chers toutes et chers tous, et puis aussi aux administratifs de la faculté de médecine que je vois là, avec qui j'ai eu l'occasion de travailler pendant des années. Il va me rester encore, Christine, 2 ans à être parmi vous, et dire ainsi que Lionel, on se rappelait les souvenirs de l'Amphi Giraud il y a peu de temps, là, tout à l'heure. Donc, merci d'être là. Et je dois tout d'abord excuser le président Philippe Auger, qui n'a pas pu être là ce soir. Bon, il avait déjà quelque chose de prévu au même moment, puis il s'est rajouté la visite de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est actuellement sur le site de Richter avec toute l'équipe, donc je vous prie de l'excuser.
Ceci dit, en tant que vice-président en charge de la recherche à l'Université de Montpellier, et puis ayant été dans cette maison pendant un certain nombre d'années, c'est avec un plaisir, quand même, avec grand plaisir que j'accepte bien entendu de prendre la parole devant vous et devant mes collègues. Et vice-président en charge de la recherche d'une université qui, je le rappelle, est classée 3e au palmarès mondial dans le domaine de l'écologie. On l'oublie quand même parfois, quand même souvent, et c'est dommage. On a été second, c'est un peu avec Oxford, c'est un peu le challenge. Mais donc actuellement, on est quand même 3e université. J'ai un problème avec ce micro qui bouge tout seul. Donc, bref. Alors, le truc... Non, mais c'est pas grave. Cette conférence donc, qui s'étend là ce soir porte sur l'impact en santé des vagues de chaleur va être donnée par Grégoire Mercier, cela a été dit. Alors, c'est ni mon fils ni mon cousin, on me le demande souvent, mais c'est quelqu'un avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger très souvent et à travailler, puisqu'on s'est rencontrés au niveau lors de beaucoup de réunions hospitalo-universitaires et autres. Et j'en profite pour lui dire que j'ai vraiment toujours grandement apprécié de travailler avec lui et voilà, sa compétence, sa lucidité, et voilà, qu'il soit dans ce groupe organisateur me fait extrêmement plaisir. Alors, je dirais que le thème abordé ce soir et le timing est, à mon sens, pour l'université parfaitement adapté. Pourquoi? Parce que l'Université de Montpellier a obtenu un label définitivement pérennisé, le label d'université d'excellence à travers son projet donc d'ICIT, qui tournait autour de 3 piliers, nourrir, soigner, protéger, avec 3 axes principaux, la santé, l'agronomie et l'environnement. C'est quand même un projet qui nous permet d'avoir obtenu collectivement 17 millions d'euros pérennes chaque année qui va tomber donc sur le site, que ce soit pour la recherche, la formation, l'international. Et c'est important. Il y a des projets aussi qui ont été financés au niveau de la faculté de médecine. Et la deuxième chose, c'est que dans la foulée de ce projet, l'Université de Montpellier et ses partenaires a été lauréate récemment du projet donc ExpoZoom, qui est un projet tourné vers ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire les interactions entre l'environnement donc, et la santé. Alors, c'est quand même un projet qui nous a permis d'obtenir, financé par l'État, 23 millions d'euros et par la région, 23 millions d'euros. Si on fait une addition rapide, ça fait quand même 46 millions d'euros sur 8 ans sur la thématique santé-environnement. Donc, je pense que c'est un beau succès et pour le site de Montpellier, c'est quelque chose d'important. Et nous allons lancer les premiers appels à projets qui vont permettre de financer des chaires, des projets de recherche sur ces interactions santé-environnement, avec environnement pris au sens de conditions climatiques, les vagues de chaleur, les pollutions sous diverses formes, les pesticides, etc. Par exemple, les problèmes liés à l'alimentation. Donc, je pense qu'incontestablement, eh bien, la dynamique qui est créée autour de cette formation SPES et le colloque de ce soir s'inscrit pleinement là-dedans et je crois que c'est important. Ce colloque donc, qui a eu lieu et cette soirée grand public qui a lieu dans le cadre de cette formation soins primaires, environnement, santé, et qui est proposée, donc, si j'ai bien compris, aux internes de DES de médecine générale, eh bien, a été conçu par un comité de pilotage qui regroupe en partie les directeurs et co-directeurs d'un laboratoire de recherche qui est l'Institut de Brest, donc en santé publique, donc le laboratoire IDESP, et qui est un laboratoire de l'Université de Montpellier, est un laboratoire INSERM. Si je me permets de parler de ce laboratoire, c'est essentiellement pour 2 raisons. C'est parce que c'est un laboratoire qui a une particularité, c'est de regrouper en son sein des enseignants-chercheurs et des chercheurs, mais aussi des médecins généralistes. Je dis aussi des médecins généralistes parce que ce n'est pas commun d'avoir dans un même laboratoire de recherche des médecins généralistes, ce qui lui confère un ancrage, je pense, territorial extrêmement important. Et quand on travaille dans le domaine de la santé, je crois qu'il ne faut pas rester que dans nos laboratoires un petit peu universitaires, un peu déconnectés. Et il me semble que c'est extrêmement important d'avoir cet ancrage donc territorial. Alors, j'ai travaillé aux côtés de Pascal Demolly et de l'équipe de direction qui a voulu monter ce laboratoire en tant que VP, vice-président de l'université. Et je suis particulièrement donc, heureux de voir la dynamique qu'il y a dans ce laboratoire. Je suis absolument certain qu'il continuera à être labellisé donc, par l'INSERM et les membres de cette équipe donc, montrent un dynamisme assez remarquable et je suis certain qu'il est promu donc, à un bel avenir.
Alors, si je me suis à peu près bien renseigné, ce colloque donc, qui a été initialement conçu pour répondre donc, à un appel à projet de l'ARS Occitanie et de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, donc de l'ADREAL, eh bien, dans le cadre du troisième plan régional de santé et environnement, donc, a été donc, lauréat, et je félicite les porteurs en fait, de ce projet. Et il a, comme je le disais tout à l'heure, en faisant référence au territoire, émergé à partir donc des territoires, et il a émergé donc autour de la maison de santé professionnelle pluriprofessionnelle donc à Vicenne à Cabestany, et donc je crois qu'il faut féliciter le docteur François Carbonel donc pour avoir organisé cela. Et ce projet maintenant va être porté de façon plus contractuelle par la faculté de médecine selon un rythme de 4 années qui arrivent, et donc cette dynamique, je le disais, s'inscrit incontestablement et parfaitement dans le cadre de cette dynamique universitaire au niveau de l'Université de Montpellier. Et je suis certain que cette formation, SPES, ainsi que des soirées comme ce soir, vont contribuer à largement nourrir des réflexions et des échanges scientifiques donc extrêmement intéressants entre des enseignants-chercheurs, des médecins, du grand public, mais il irradiera aussi autour de toutes les autres composantes de l'université, puisque je crois qu'on est face, dans le cadre de ces enjeux de santé environnementale, à des enjeux fortement pluridisciplinaires, et que ça va bien sûr de la médecine, mais ça va aussi vers le domaine des sciences sociales, des aspects qui tournent autour du juridique et autres. Donc, au nom de l'Université de Montpellier et de son président que j'ai excusé, je tiens à féliciter donc, le docteur François Carbonel et toute l'équipe pour l'organisation en fait, de ce colloque qui, je suis certain, je vous l'ai dit, permettra des échanges donc, entre les praticiens que vous êtes, entre le grand public aussi. C'est important d'écouter le grand public. Hein, et deuxièmement, les enseignants-chercheurs. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée dans cette belle faculté, faculté de médecine, qui a fêté il n'y a pas encore longtemps ses 800 ans, mais qui, tout en étant vieille de 800 ans, eh bien, reste tournée vers l'avenir, donc au sein de son université, et votre présence en témoigne ce soir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, vraiment bravo et félicitations aux organisateurs, et merci à vous d'être là. Bien, il semblerait que ce soit à moi. Madame la vice-doyenne, chère Béatrice Léonos, déjà, je me permets de faire remarquer qu'heureusement que vous êtes là, sinon nous n'aurions eu que des hommes à la tribune, et heureusement que vous représentez la gente féminine. Voilà. Cher monsieur le vice-président, cher professeur Mercier, et puis bien entendu, cher docteur Costa, Carbonel, et l'autre docteur Mercier qui va faire l'honneur de faire cette conférence. Tout d'abord, un grand merci de m'avoir convié à cette soirée qui, si j'ai bien compris, vient clôturer tout un cycle de conférences pour cette deuxième édition sur un sujet qui est particulièrement important, qui nous concerne toutes et tous. Vous l'avez dit, monsieur le vice-président, toutes et tous en tant que citoyens, mais qui vous concerne aussi toutes et tous en tant que professionnels de la santé. Je pense que c'est ce qui fait l'originalité de cette conférence dite grand public, mais c'est surtout qu'elle est organisée au cœur même de la formation de nos professionnels de santé, puisque finalement, les futurs médecins, futurs soignants, que vous soyez généralistes, spécialistes, vous êtes en contact direct avec la population et vous êtes un vecteur essentiel pour faire passer les principaux messages en matière de santé environnementale. Au-delà, plus je pense que même les techniciens même de ce sujet-là, et on le sait toutes et tous, que ça commence aussi par la formation initiale. Et moi, je voudrais vraiment saluer cet engagement, cette initiative que vous avez pu prendre il y a donc maintenant, si j'ai bien compris, 2 ans. Certainement pas par hasard, puisque si nous sommes ici à Montpellier, vous l'avez dit, monsieur le vice-président et madame la vice-doyenne, dans la plus vieille faculté du monde, mais aussi dans une ville très engagée sur le concept. Alors, tout dépend si on le prononce à l'anglaise ou à la française. Marie-Pierre me l'a mis à la française, donc une seule santé, le concept One Health. Vous savez qu'il est extrêmement porté dans notre ville, à travers Med-Vallée, à travers l'ensemble des institutions que nous représentons ici ce soir. Et donc, je pense que tout ça s'inscrit, il n'y a pas de hasard.
Nous sommes dans une région, par ailleurs, je le dis souvent à ma directrice de la santé publique, Catherine Choma, qui a la chance de présenter tous les facteurs inimaginables de crise possibles en matière d'environnement, voilà, que ce soit par le climat, que ce soit par les sols, que ce soit par sa localisation. Il ne se passe pas à peu près un jour où on n'a pas un nouveau problème qui jaillit. Et tout ça montre bien l'importance de la santé environnementale dans nos vies, sur notre santé. Et indépendamment, j'y reviendrai sur les vagues de chaleur, mais c'est tous ces facteurs climatiques et environnementaux qui finalement vont faire que notre état de santé va continuer à s'améliorer ou à se détériorer. Et on le sait toutes et tous ici dans cette salle et à l'écran et en Zoom que les plus grands facteurs d'amélioration de l'état de santé qui ont eu lieu quand on regarde au cours des derniers siècles, c'est avant tout l'hygiène de vie et le comportement et l'environnement. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on atteint des espérances de vie telles qu'elles sont aujourd'hui. Et notre enjeu, c'est non seulement de garder cette évolution-là, mais de faire en sorte que ça ne rediminue pas avec une détérioration de notre environnement. Je lisais dans les formidables éléments de langage que Marie-Pierre m'a préparés que quand même l'OMS dit que pratiquement un quart des décès et des pathologies chroniques que nous constatons dans le monde sont dus à des facteurs environnementaux. Donc, ce n'est pas rien. Ça veut dire que si on agit là-dessus, on va d'emblée avoir des résultats probants. Et bien entendu, on a aussi tout un tas de maladies, comme les maladies cardiovasculaires, comme les maladies neurologiques, comme le diabète, le cancer. Je pourrais en citer des tonnes finalement. Presque toutes les maladies qui sont dites non transmissibles sont liées à des facteurs environnementaux. Au-delà même de nos comportements, et même si nos comportements en tant qu'êtres humains influent aussi, on le sait tous, sur l'état de la santé environnementale. Et c'est pour ça que vraiment, je pense que c'est essentiel qu'on s'en préoccupe, que ce soit inscrit dans les modules de formation de nos professionnels de santé pour qu'on puisse avancer ensemble sur l'ensemble de ces sujets-là. Et bien entendu, les vagues de chaleur, vous l'avez dit, Madame la vice-doyenne, nous les avons tous vécues. Santé publique France va publier dans les quelques heures qui suivent l'impact de la canicule de cet été sur la mortalité, région par région. Nous sommes certainement la région où nous avons vécu avec Nouvelle-Aquitaine le plus intensément sur la durée, la chaleur de cet été. Nous avons été sur la période estivale pendant plus de la moitié en canicule. Et franchement, pendant l'autre moitié, nous n'étions pas loin non plus de l'être aussi, parce qu'il ne faisait pas complètement frais, n'est-ce pas? Et vous allez voir que dans les chiffres, eh bien oui, on est hélas à constater une surmortalité. Très clairement, qu'on va voir également département par département. Et on voit bien que cette chaleur a la cause directe d'emblée sur la vie de nos concitoyens, sans compter toutes les complications qu'elle peut entraîner pour les porteurs de maladies chroniques, etc. Tout ça, ce sont les facteurs climatiques. Et donc, on doit vraiment impérativement, et si je vais jusqu'au bout de la chaîne, c'est aussi le facteur des incendies. Nous avons peut-être été un peu moins touchés que la Nouvelle-Aquitaine, mais enfin, les incendies sont liés aussi à la santé environnementale, même si à la base, c'est toujours une cause humaine, mais les prédispositions pour que l'étincelle, si j'ose dire, fasse prendre le foyer, c'est quand même aussi le réchauffement climatique. Et on voit bien qu'on doit se préparer de toute façon, malgré tous les efforts que nous allons faire, aussi à vivre avec, et certainement à changer nos comportements. Quand le responsable de l'Observatoire national des forêts nous dit que dans une trentaine d'années, nous ressemblerons à la Grèce, ici en région Occitanie, avec tout ce que ça entraîne, il va falloir s'y préparer. Bien entendu, il va falloir essayer de contenir ça, mais quand même, le mouvement, il est extrêmement enclenché. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle la santé environnementale fera partie d'une des 3 grandes priorités de notre futur projet régional de santé en région Occitanie. Les 2 autres sont l'accès à la santé pour tous, partout. La 2e, c'est l'attractivité des métiers. Mais la 3e, c'est la santé environnementale au sens très large du terme, y compris en termes de prévention et d'accompagnement de l'ensemble de nos citoyens sur l'ensemble de ces sujets. Donc moi aussi, je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été exprimés à l'ensemble du département de médecine générale, à l'ensemble de l'équipe qui porte cette formation, donc soins primaires, environnement et santé. Et je dois dire que quand je lis
l'acronyme entre guillemets, je me dis qu'on a réussi, je le dis pour les équipes de l'agence, à faire travailler d'un coup d'un seul la direction de la santé publique et la direction du premier recours. Bravo, vous nous avez réunis, mais heureusement, nous travaillons aussi ensemble. Et je pense que c'est ça qui fait l'originalité de votre démarche. C'est certainement la raison pour laquelle, d'emblée, nous vous avons accompagnés, qui ont pris financièrement pour le faire, et vous l'avez dit, pour continuer à le faire, parce que je pense que vraiment, c'est indispensable que dès la formation initiale, vous ayez cette sensibilisation, cette formation que vous-même, ensuite, vous allez pouvoir divulguer, quel que soit l'endroit où vous allez exercer, à l'ensemble de vos usagers malades dans l'ensemble de leurs sujets. Voilà, donc vraiment, je voulais vous remercier de votre invitation, de me donner le moment de m'exprimer sur ces sujets-là, parce qu'on interroge souvent le directeur général de l'ARS sur la fermeture de la maternité, de je ne sais où, l'installation du scanner. Je pense qu'on devrait plus souvent m'interroger sur la santé environnementale parce que ça a beaucoup plus d'impact, à mon avis, au sens large du thème, sur la santé des concitoyens que sur les sujets que j'ai cités précédemment. Donc vraiment, grand merci. J'ai cru comprendre que tout ça était parti de la maison de santé pluriprofessionnelle universitaire Avicenne de Perpignan. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé. Comme quoi, c'était Cabestany. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a des locaux qui sont là, et vous avez raison. Et vraiment, vous dire que voilà, il faut continuer, il faut y aller, et l'agence sera à vos côtés pour amplifier le mouvement, car c'est un sujet essentiel. Donc, bonne conférence, parce que vous êtes tous venus là, non pas pour m'écouter moi, mais pour écouter le docteur Mercier, qui maintenant va faire sa conférence. Merci à vous. Merci Madame la vice-doyenne, merci Monsieur le vice-président, merci Monsieur le directeur général pour ces remerciements et ces mots d'encouragement qui nous vont droit au cœur. Maintenant, on a la chance dans notre région d'avoir un spécialiste en santé publique qui vont travailler sur un très grand nombre de sujets, qui vont solliciter sur beaucoup de sujets, peut-être même un peu trop. On ne veut pas t'épuiser non plus, mais on a la chance qu'il soit avec nous ce soir, donc je laisse maintenant la parole du coup au docteur Grégoire Mercier. Bien sûr. Merci beaucoup, François. Merci à tous les organisateurs et à tous les contributeurs, j'allais dire, de cette soirée et de ce programme de formation. Je suis très heureux d'être là à plusieurs titres. D'abord, donc je fais de la santé publique, mais je me présenterai après. La santé publique, c'est une interface. Si on veut résumer, c'est une interface beaucoup entre des disciplines scientifiques. On va parler de médecine un petit peu, on va parler climat, je ne suis pas du tout climatologue, on va parler inégalité socio-économique, je ne suis pas économiste, mais on va être à l'interface ce soir entre les disciplines. Et la santé publique, et je suis heureux de voir certaines personnes dans la salle, c'est une question d'interface aussi entre les acteurs, entre les institutions. On est à l'université, à la fac de médecine. Moi, je suis aussi à l'hôpital, mais je suis aussi chercheur. On a les soins primaires en force ce soir. On a l'ARS. On a finalement un ensemble d'institutions, d'acteurs qui, j'ai presque envie de dire, n'ont de toute façon pas d'autre choix que de travailler ensemble s'ils veulent s'attaquer à la santé environnementale. Voilà. Peut-être que ce sera la conclusion de ma présentation tout à l'heure. Très rapidement, je me présente, donc Grégoire Mercier. Moi, je suis médecin, je travaille au CHU de Montpellier dans le service de santé publique. Je suis aussi chercheur à l'ITESP, cette belle nouvelle équipe que Jacques a décrite tout à l'heure, qui est justement une équipe à l'interface par essence, je dirais, entre les disciplines. Et vous allez me dire pourquoi je vous parle de santé environnementale ce soir, et c'est une bonne question. Le point de départ et on va dire, ma porte d'entrée dans ces questions, c'est que je travaille depuis longtemps sur la question des inégalités de santé, sociales, mais aussi spatiales. Et c'est par ce prisme que j'ai commencé il y a quelques années à travailler sur la santé environnementale. Et on s'aperçoit très rapidement que les deux sont liés, la question environnementale et la question sociale et spatiale. Je vais en parler un petit peu, ça va être la partie centrale de mon intervention. Et donc, c'est ce qui fait que je m'intéresse au sujet et c'est ce qui fait que je suis ravi ce soir de partager ces éléments avec vous. Alors,
Je ne suis absolument pas climatologue, je ne suis absolument pas physiologiste, spécialiste de l'effet de l'hyperthermie sur le corps humain. Donc, je me permets cette petite diapo de préambule. Je vais vous transmettre beaucoup d'informations. J'espère aussi qu'on va échanger, qu'on va discuter. D'ailleurs, ceux qui sont en présentiel, moi, je serais ravi de répondre en temps réel à vos questions. Je pense que c'est plus simple. Et ceux qui sont en ligne, je crois, peuvent le faire via le chat. Donc, je vais vous transmettre quand même beaucoup d'informations parce que c'est le format qui veut ça. Et ces informations, il faut avoir à l'esprit qu'on va essayer de les hiérarchiser. En tout cas, moi, j'essaie de les hiérarchiser. Je vais donner quelques exemples. Quand je vais vous présenter les scénarios climatiques mondiaux, bon, en fait, il n'y a pas trop de questions. La source, c'est le GIEC. Ce n'est pas mon avis personnel. Je le précise, mais je le dis parce que c'est important de le dire. Quand on va voir les projections sur les vagues de chaleur en France à l'horizon 2050, c'est Météo France qui fait ses travaux actuellement. Et là encore, c'est une source identifiée comme telle. Ensuite, quand on va rentrer un peu dans le détail, notamment des inégalités sociales liées à la santé environnementale, là, je vais beaucoup faire référence à des publications. Donc, on va être plutôt en silver, en argent, hein, en termes de sources d'information. Donc, c'est de la science, c'est revu par les pairs, c'est validé, mais ce n'est pas un rapport du GIEC avec plusieurs centaines d'experts internationaux. Okay. Et puis, pour certaines questions, si vous me dites, par exemple, est-ce que venir à vélo travailler va réduire la mortalité à Montpellier? Là, franchement, on va avoir une discussion intéressante, mais ce sera mon avis personnel, d'accord? Parce que je pense que personne ne le sait fondamentalement. Et donc, je vais essayer de vous signaler quand je vais vous parler de mon avis personnel, même si j'ai un certain nombre de connaissances et d'expériences dans le domaine. Alors, le fil de mon intervention est simple en 3 étapes. D'abord, je pense que c'est important de bien définir de quoi on parle. Donc, qu'est-ce qu'une vague de chaleur? Quelques éléments climatiques, quelques éléments météorologiques pour qu'on partage tous le même niveau d'information. Ensuite, le cœur du sujet qui est l'impact de ces vagues de chaleur sur la santé, avec un focus sur les inégalités sociales et spatiales de santé. Et puis, parce que je n'ai pas non plus envie de plomber l'ambiance et le sujet n'est pas forcément très réjouissant, vous allez voir assez rapidement. Donc, je vais finir sur des notes quand même assez positives. Moi, je pense qu'il y a des raisons d'espérer et je vais partager avec vous ces raisons d'espérer, même si je suis un grand optimiste par nature. Alors, pour se mettre un petit peu dans le sujet, je me repose sur un rapport qui a été fait aux États-Unis il y a quelques années, il y a quelques décennies même. Et en fait, l'intérêt de ce rapport, c'est que c'est un des premiers rapports sur l'effet des vagues de chaleur sur la mortalité, avec une analyse presque clinique, hein, c'est-à-dire une série de case reports d'histoires extrêmement précises. Donc, je vous les lis les 4, et vous allez voir qu'en fait, quand on a lu ces 4, quasiment tout est résumé. Donc, premier exemple, hein, en 99, dans la région de Los Angeles, les 4 sont dans la région de Los Angeles, une femme de 81 ans qui a des antécédents de démence, mais aussi de maladies chroniques, et qui a été retrouvée décédée sur le toit, figurez-vous, de son EHPAD, avec une température ambiante élevée, hein, mais pas non plus extrêmement élevée avec notre norme actuelle. Le deuxième exemple, toujours même endroit, même époque, un homme cette fois-ci très jeune, mais qui avait des problèmes de santé mentale importants et qui est décédé dans son domicile avec, vous voyez, une température intérieure de l'appartement supérieure à 37 degrés. Okay. Troisième exemple, un homme retrouvé, donc plutôt jeune, hein, retrouvé sur un parking inconscient et qui décède à l'hôpital d'hyperthermie. Et en fait, il avait consommé de l'alcool, a priori, en quantité importante. Et puis le dernier exemple, une femme, pas spécialement âgée, 65 ans, mais avec beaucoup de comorbidités, de maladies chroniques, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque, et qui a été retrouvée à l'extérieur simplement de son domicile et qui malheureusement est décédée. Donc, ça paraît des histoires particulières, mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière, parce que vous allez voir qu'on va parler maladies chroniques, on va parler logement, on va parler santé mentale, on va parler un petit peu addiction, et je trouve que c'est une bonne façon de commencer les choses. Alors, toujours en préambule, j'ai fait un petit exercice qui consiste à voir
finalement, depuis quand on parle de vague de chaleur. Et j'ai regardé à 2 endroits. J'ai regardé dans les publications scientifiques biomédicales, hein, ce qu'on appelle PubMed, donc la source, on va dire, de référence, le répertoire de référence. Et c'est relativement récent. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi récent, mais on voit que jusqu'aux années 2000, quasiment, il y a très peu de publications et ça commence à augmenter vraiment à partir de 2003, quoi, de 2002-2003. Et puis, ça n'arrête pas d'augmenter. On a l'impression que ça diminue, mais parce qu'on n'a pas l'année complète. Et j'ai fait le même exercice dans un outil que j'aime bien, qui permet d'analyser les requêtes Google donc à l'échelle mondiale. Et là, on voit que quand on met vague de chaleur, donc évidemment le bon mot-clé en anglais qui regroupe tout ça, en fait, avant 2020, bah, c'est quasiment inexistant. Il y a quelques pics de temps en temps l'été, mais c'est vraiment extrêmement récent, cet intérêt, on va dire, du grand public sur les vagues de chaleur. Donc, je trouvais que c'était une façon intéressante aussi d'entrer en matière. Alors, pour commencer la première partie, qu'est-ce qu'une vague de chaleur? On est obligé de faire des détours par le climat, le contexte climatique. Et donc, ce sont tous les graphiques que je vais présenter ici ont été produits soit par le GIEC, soit par Météo France, quand ça concerne la France. Donc, évidemment, j'ai laissé la source. Quand j'ai oublié la source, c'est une erreur, mais c'est pour la France, Météo France. Donc, on voit sur ce graphique une évolution dans le passé des températures moyennes annuelles. Et on voit un élément évident, c'est qu'à l'échelle de la France, on a une augmentation des températures moyennes, même quand on fait des moyennes annuelles. Donc c'est très grossier, on ne parle pas de vague de chaleur, là, on parle de températures moyennes. Et donc on voit que depuis 1990, quasiment, on est systématiquement supérieur à la période de référence qui était les décennies 60 à 90. Et on voit évidemment que c'est croissant, et quand on le quantifie à l'échelle nationale, c'est de l'ordre de 1,8 degré. Et en fait, pourquoi je passe cette diapo aussi? Parce que 1,8 degré, dans l'expérience, je dirais, individuelle, personnelle, ce n'est pas beaucoup en termes de température, mais en termes d'évolution moyenne sur une longue période, c'est considérable. Et vous allez voir, quand on va discuter sur les scénarios du GIEC, on voit qu'entre, vous le savez déjà probablement, mais entre plus 2 et plus 4 degrés, ce n'est pas la même histoire, hein, ce n'est pas le même avenir et ce n'est pas les mêmes problématiques. Donc, si on élargit cette vision climatique, donc ce qu'on vient de voir, c'est à gauche, hein, et on regarde un peu ce qui va se passer, ce qui peut se passer dans le futur. Donc, les températures continuent d'augmenter. Là, ce sont les scénarios du GIEC appliqués à la France. Hein, donc, c'est une combinaison GIEC Météo France. Et on voit plusieurs choses. On voit d'abord qu'à très long terme, hein, il y a plusieurs scénarios qui se dégagent à partir de 2050. Et ces scénarios, ils vont dépendre grosso modo des émissions de gaz à effet de serre, mais on en reparlera après. Et on voit surtout, et personnellement, moi, c'est ce qui me frappe, c'est que de toute façon, quoi qu'il se passe, quoi qu'on fasse, jusqu'en 2050, l'histoire est écrite. Et je pense que ça, c'est un message que moi, j'ai mis longtemps à comprendre ou à accepter peut-être, mais en fait, il faut se dire que si on arrête les émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui, complètement en 2022, de toute façon, la tendance, elle est au moins jusqu'en 2050 à l'augmentation. C'est pour ça que les scénarios, en fait, ils sont confondus, ils sont identiques, au moins jusqu'en 2045-2050. D'accord ? Et donc, tout ce qu'on va, je dis on, hein, mais c'est collectivement l'espèce humaine, hein, si on peut dire, tout ce qu'on va faire à partir de maintenant, de 2022, ça aura un impact à partir de 2045-2050. D'accord ? Donc, c'est la partie, je dirais, quand même assez peu réjouissante de l'histoire, c'est qu'une grande partie de notre futur est déjà écrite. Mais je finis sur une note positive, n'oubliez pas. Donc, alors, ensuite, sur la définition, bon là, je dirais plus factuelle, mais j'en parle quand même parce qu'on va la manipuler, d'une vague de chaleur. C'est très simple, on regarde l'évolution de la température et il faut la combinaison de plusieurs critères. Il faut qu'on dépasse en température moyenne, on va dire, un certain niveau d'exception, hein, 99,5, ça veut dire qu'on est dans les 0,5% les plus élevés de la période de référence. Et puis, il faut aussi, pour qu'on ait une vague de chaleur, que la température ne descende pas en dessous d'un certain niveau. Bon, sans trop rentrer dans les détails. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on parle de vague de chaleur, on ne parle pas d'un pic de température, hein, on parle d'une combinaison
avec une certaine durée, une certaine intensité et ce qu'on va appeler une certaine sévérité, c'est-à-dire, pour simplifier, une combinaison de la durée et de l'intensité. D'accord ? Donc, une vague de chaleur, retenez, c'est un objet qui a été défini par les météorologues et qui est à la fois caractérisé par sa durée et par son intensité. Alors, quand on applique cette définition aux données françaises moyennes, on voit apparaître un certain nombre de vagues de chaleur. Là, c'est depuis les années 40, 1945 exactement. Très important, ce qui apparaît à droite, c'est qu'on ne peut définir une vague de chaleur que par rapport à une période de référence. Donc là, c'est la période de référence officielle actuelle, mais qui est en train de changer d'ailleurs, qui est la période 1981-2010. D'accord ? Donc toutes les définitions de vagues de chaleur sont par référence à cette période. Et donc on voit apparaître, je ne vais évidemment pas tout décrire, mais on voit surtout apparaître la vague de chaleur de 2003 à l'échelle nationale, qui était non pas la plus longue, vous voyez qu'on a eu des vagues de chaleur plus longues dans les années même 80, mais qui était la plus intense et surtout la plus sévère, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très haute et très grande. Donc elle a duré longtemps avec des températures très élevées. J'anticipe, si on devait positionner 2022, parce que c'est la question souvent qu'on a envie de poser, si on devait positionner 2022, en fait, on aurait une vague de chaleur extrêmement longue par rapport à ce graphique, c'est-à-dire qu'en durée cumulée, on serait quasiment ici à l'extérieur du graphique. Et par contre, en intensité maximale, on n'est pas forcément très au-dessus de 2003. Okay ? Donc c'est surtout la notion de durée et qu'on a eu, en fait, vous allez voir tout à l'heure, 3 vagues de chaleur différentes la même année. Donc, la tendance, elle est... Alors, si on représente les choses dans un ordre, cette fois-ci chronologique, donc on a les années 40 à gauche, les années plutôt 2020 à droite, ça permet de voir, avec cette représentation, qu'on a clairement plutôt une concentration des vagues de chaleur sur la droite. Donc, on a bien une augmentation des vagues de chaleur. On voit quand même apparaître, je vous l'ai dit, 2022, alors en trois vagues de chaleur différentes. Évidemment, si on les combine, on est ici, on est complètement à droite. D'accord ? Mais on voit aussi que 2003 reste une forme de référence, notamment en termes d'intensité, c'est-à-dire de température maximale. Alors, si on essaye de combiner les deux exercices, c'est-à-dire regarder comment le climat va évoluer, ou plutôt peut évoluer en France dans le futur, d'une part, et d'autre part, appliquer cette définition des vagues de chaleur, on peut se poser la question de l'évolution future des vagues de chaleur. Alors, il faut travailler avec différents scénarios, évidemment, parce qu'on ne peut pas... on a 3 scénarios, on va dire, principaux. Sur ce graphique, vous avez en gris ce qu'on vient de voir, la période passée. Donc, on voit 2003 ici apparaître comme une toute petite bulle. Okay. Et puis, en fonction des scénarios climatiques, donc les 2 couleurs qu'on avait, on va voir apparaître des bulles plus ou moins intenses et plus ou moins fortes. Le scénario du GIEC le plus optimiste, 2,6 degrés d'augmentation, vous voyez que finalement, il est de nature à produire des vagues de chaleur quand même du même ordre de grandeur que celles qu'on a vécues. Par contre, beaucoup plus fréquentes. On a beaucoup plus de bulles ici jaunes que de bulles grises. Et en revanche, dès qu'on s'écarte de ce scénario optimiste pour aller vers le scénario pessimiste, qui est le scénario 8,5 en rouge, là, on voit qu'on change d'ordre de grandeur. On change d'ordre de grandeur en durée. Vous voyez, des vagues de chaleur qui dureraient 80 jours d'affilée en France. Et aussi en intensité, puisqu'on voit que là, on a quasiment changé d'ordre de grandeur par rapport à 2003. OK ? Donc, je dirais logiquement, les scénarios futurs font qu'on a un impact extrêmement important. L'autre exercice, pas très réjouissant, mais quand même, je pense, intéressant, c'est qu'on peut aussi faire des simulations sur l'étendue, on va dire la période du calendrier pendant laquelle on peut observer des vagues de chaleur. Aujourd'hui, pour nous, c'est l'été, c'est juin, juillet, août, éventuellement début septembre. D'accord ? Si on prend le scénario pessimiste, là, en rose, on peut avoir à Paris des vagues de chaleur à partir de début mai et jusqu'à mi-octobre. D'accord ? De façon rare, mais de façon possible. Donc, et ça, c'est un
un point, je pense, qui est intéressant par rapport à l'impact en santé, on en reparlera tout à l'heure. On a à la fois un risque d'avoir plus de vagues de chaleur qui vont durer plus longtemps, qui vont être plus intenses, mais aussi sur une période de l'année beaucoup plus importante. D'accord ? Alors, ça, on l'a déjà discuté, et je vais finir avec les exercices de projection, parce que, pardon, ils ont leurs limites, mais quand même, ils sont intéressants. Là, c'est une autre vision que les vagues de chaleur, c'est la notion de température de nuit et de journée anormalement chaude par rapport aux périodes de référence, et en découpant le territoire français avec des carrés réguliers, et on exclut les zones de montagne parce que ce n'est pas possible. Et donc, qu'est-ce qu'on a sur ces deux cartes? On a à droite, évidemment, en prenant la même période de référence, hein, on a à droite la situation jusqu'en 2005, et on voit que, grosso modo, à part quelques exceptions dans le centre de la France, on a très peu d'événements de nuit anormalement chaudes. Et par contre, si on fait cet exercice, donc là, on n'est pas en 2100, hein, on est en 2021-2050. D'accord ? On voit que là, finalement, quasiment tout le territoire, à part les zones côtières, vont être en période, vont être en tout cas exposés à des températures anormales. Alors, pourquoi c'est intéressant? Ce n'est pas la même approche que la vague de chaleur. C'est-à-dire que là, on considère qu'on regarde la température habituelle à un endroit donné et on regarde si on va s'en écarter de façon exceptionnelle. Et évidemment, le seuil n'est pas le même en fonction de la zone qu'on considère. Mais ça montre quand même que, y compris dans des zones de basse montagne ou même de montagne, on va être exposé à ces phénomènes de température qui sont en fait extrêmes. Alors, dernier élément sur ces notions de vagues de chaleur, et c'est encore une fois pour vraiment que les choses, je dirais, soient dites et soient claires, même si je ne doute pas que ce soit le cas parmi vous qui m'écoutez aujourd'hui. Ce phénomène de réchauffement climatique, d'augmentation du nombre de vagues de chaleur, il est lié à l'homme. D'accord ? Hein, je le dis, mais je sais que parfois c'est débattu, pas dans ces cercles, mais parfois c'est débattu. Et pourquoi j'en parle? Parce que vous allez voir que, évidemment, quand on va se poser la question de réduire l'impact des vagues de chaleur sur la santé, une des clés d'action, compliquée de long terme, etc., mais quand même c'est ça, hein, c'est de réduire le réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'on a sur cette carte du monde très, très simplifiée? On a des grandes régions géographiques. Okay, on retrouve ici la région européenne d'ouest, qui est celle dont la France fait partie. Quand on est en rouge, rose, ça veut dire qu'il y a une augmentation. On a observé une augmentation de la température moyenne. Et le nombre de points signale les arguments qu'on a pour dire que c'est du fait de l'activité humaine, hein, le caractère anthropique du réchauffement climatique. Donc on voit que dans certaines zones, ce n'est pas le cas, parce qu'on n'a pas assez d'éléments ou parce que les preuves ne sont pas extrêmement claires. Mais quand on regarde quand même la carte, on a dans l'immense majorité des régions du monde, premièrement, une tendance à l'augmentation des températures moyennes, et deuxièmement, une forte présomption ou voire une certitude, une quasi-certitude que c'est lié au comportement humain. Okay ? Que le réchauffement climatique est lié au comportement humain. Donc, voilà, je passe cette diapo, je suis sûr que vous en êtes convaincus, mais comme on dit, ça va parfois encore mieux en le disant. Et ça permet quand même d'introduire cette notion que, si on renverse un peu la proposition, hein, certes, les vagues de chaleur ont un impact sur la santé humaine, mais avant tout, l'activité humaine a un impact sur les vagues de chaleur, sur leur fréquence et sur leur sévérité. Donc, on va, vous allez voir là, ce soir, parler surtout de ça, hein, c'est-à-dire l'impact des vagues de chaleur sur la santé humaine, mais on va aussi un peu, s'intéresser à l'inverse et à ce qu'on peut en dire. Alors, je vais commencer là la deuxième partie, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de l'impact de ces vagues de chaleur sur la santé humaine. Et je vais commencer par, je dirais, ce qui est à la fois le plus simple à étudier et le plus connu surtout, et le plus documenté, c'est la mortalité. Alors, pour illustrer ça, j'ai un graphique très simple, hein, qui est un graphique de l'INSEE. Je prends un peu le temps pour l'expliquer parce qu'il n'est pas forcément évident, mais on a en fait
l'axe horizontal, c'est le temps. Hein. On a le mois de janvier à gauche et le mois de décembre à droite. Donc, on a le déroulé d'une année calendaire. Et puis, on a une courbe par année depuis 2003, d'accord, avec une couleur différente. Et puis, on a cette courbe qui représente le nombre de décès chaque jour en France. Alors, les ordres de grandeur sont pas forcément, on les a pas forcément en tête, mais chaque année en France, alors ça augmente avec le temps, normalement, enfin, je veux dire, c'est normal, mais en moyenne, il y a à peu près 550, 560 000 décès chaque année en France, hein, sur la moyenne de la période, ce qui fait à peu près un peu moins de 1600 décès par jour, en moyenne. D'accord ? Vous voyez que naturellement, évidemment, il y a des fluctuations. Il y a naturellement, quoi qu'il se passe, plus de décès l'hiver que l'été. Ça, c'est une espèce de saisonnalité qui est, je dirais, historique, classique, hein, puisqu'on a plus de décès là en janvier-février et puis à droite en novembre-décembre. On voit que les années sont différentes, mais qu'on a toujours cette courbe-là quand même, toujours un petit peu la même. Mais on voit apparaître évidemment des événements qui sont des événements anormaux. Et celui qui est le plus frappant encore aujourd'hui, hein, en termes d'intensité, c'est-à-dire en termes de nombre de décès journaliers, c'est la canicule de 2003. Avec, vous voyez, au pic de la canicule, un peu plus de 2900 décès par jour. Hein. Donc on est passé de 1600, même 1500, parce que l'été, c'est plutôt la période basse en termes de décès, à 2900 au pic. Et vous voyez qu'en termes d'intensité, c'est même supérieur à ce pic-là, hein, qui est la première vague de Covid. Donc, il n'y a pas eu plus de décès de la canicule que du Covid. Hein, mais en termes de nombre de décès en une seule journée, on est à un niveau supérieur. OK ? Et alors, on n'a pas 2022, et M. Jaffre, moi, j'attends avec beaucoup d'impatience l'analyse Santé publique France. Mais j'ai un graphique juste après, mais qui n'est pas intégré. Mais quand on place la mortalité en 2022, on n'arrive même pas à la moitié du pic de 2003. D'accord ? Mais on a eu plusieurs pics. Mais quand on regarde chaque jour individuellement, on est quand même en dessous. Donc, je dirais un effet qui est évident, c'est celui de la mortalité. Ça, voilà, c'est les 3 vagues de chaleur de 2022 à l'échelle nationale. Donc, on a bien des pics, mais vous voyez qu'on atteint à peu près 2100, un petit peu moins de 2100 décès par jour. Donc, on est loin des 2900 décès par jour de 2003. Mais, encore une fois, ce qui était exceptionnel, c'est la conjonction de 3 pics la même année. Alors, voilà, si on le replace, on n'est pas au même niveau. Ça, c'était la mortalité. C'est la façon à la fois la plus simple, aussi presque un peu la plus robuste, la moins biaisée. Mais je vous en dis un peu plus sur les effets des vagues de chaleur sur la santé. Alors, ils sont multiples, ils sont complexes. J'ai repris ce schéma d'une publication, mais tout ça pour dire qu'il y a des effets sur le système cardiovasculaire, il y a des effets sur le système respiratoire, il y a des effets, une vague de chaleur, c'est un stress, je veux dire, en tant que tel. Donc, ça a des effets en cascade sur le corps humain qui sont extrêmement complexes. Ça a des effets sur ce qui est intéressant aussi et de plus en plus étudié sur la santé mentale, des effets qui sont extrêmement importants sur la santé mentale. Et ça a des effets particulièrement importants et graves sur la santé maternelle et néonatale. Okay. Donc, si on prend un peu les effets sur la santé physique, il y a je dirais, ce qu'un peu intuitivement le grand public connaît. On va parler de déshydratation, on va parler d'hyperthermie, de coups de chaleur. Mais en fait, c'est que la face, la partie émergée de l'iceberg. Il y a toute une série d'effets sur la santé qui ne sont pas des déshydratations ou des hyperthermies. Notamment des risques cardiovasculaires. Il y a une augmentation des infarctus, des AVC, des risques aussi respiratoires pour les patients qui ont des maladies chroniques, des risques pour les patients diabétiques. On va voir plein d'exemples, hein, mais il y a vraiment des effets qui sont en fait très divers et très complexes. J'ai parlé de santé mentale. Il y a à la fois un compartiment, on va dire, anxiété, dépression, parce que c'est un stress en soi et aussi du fait des effets propres, hein, de la température. Il y a aussi des impacts sur les comportements en termes d'agressivité, de violence. Et il y a aussi, et ça a été démontré dans des publications il y a quelques semaines maintenant, un impact sur les suicides, des impacts extrêmement importants. Et puis, je l'ai dit, sur la santé maternelle, il y a aussi des soucis qui sont
des enjeux qui sont spécifiques. Alors, je ne vais pas faire de catalogue des effets sur la morbidité. Ce que je vais partager avec vous pour illustrer, c'est un travail de recherche qu'on est en train de faire justement à l'IDESP sur une réponse, une question qui est simple, hein, c'est si on prend les habitants du département de l'Hérault, donc une approche vraiment populationnelle, et qu'on regarde 2009-2019, qu'est-ce qu'on peut dire de l'impact des vagues de chaleur qu'on a observées sur les hospitalisations de ces habitants, hein, donc sur on va dire le besoin d'accéder à l'hôpital de ces habitants. Donc c'est un travail collaboratif avec l'université, je l'ai dit, le CHU, l'IDESP et puis Météo France qui nous a fourni les données et qui nous a aidé à analyser. Alors, on a, bon, je vais passer ça rapidement, mais on a caractérisé semaine par semaine la présence ou pas de vagues de chaleur et on a comptabilisé les hospitalisations. On a accès à des données qui sont simples maintenant d'utilisation. On peut savoir, en fonction du domicile du patient, quelle a été la date et quel a été le motif de l'hospitalisation. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est qu'en fait, on retrouve pour un certain nombre de groupes, on va dire de types d'hospitalisation, on retrouve systématiquement plus d'hospitalisation pendant les semaines où il y a des vagues de chaleur. D'accord ? On a pris des semaines simplement pour simplifier les choses. Et alors, ce qui est intéressant, je ne vais pas passer tous les chiffres en revue, mais vous voyez que si on prend par exemple les maladies neurocardiovasculaires, donc ça c'est extrêmement large, tous les infarctus, tous les AVC notamment, on voit que quand dans la semaine, il y a eu au moins en fait, un dépassement du seuil de vague de chaleur, on a une augmentation quand même qui n'est pas négligeable, hein, de 220 à 250 hospitalisations pour les patients qui habitent le département de l'Hérault. D'accord ? Deuxième chose qui est intéressante, c'est que quand on se limite à ce qui nous vient à l'esprit souvent, c'est-à-dire des coups de chaleur, des déshydratations extrêmes, en fait, c'est négligeable. Il y a extrêmement peu d'hospitalisation directement pour ça. On voit quand on regarde ça qu'on est beaucoup sur des patients qui ont des maladies chroniques, ou en tout cas qui ont déjà des fragilités. Okay ? Une autre façon de regarder ça et de, je dirais, affiner un petit peu l'estimation, c'est de se dire, quand on regarde une semaine, on peut avoir des vagues de chaleur plus ou moins longues, hein, on va dire entre 0 et 4 jours ou plus, là, vous voyez le graphique. Et donc, on voit que quand la durée des vagues de chaleur augmente, le nombre d'hospitalisations augmente. Donc, toujours, hein, je vous rappelle, sur la même période de temps et sur la même zone géographique. Et on est capable de quantifier, chaque fois qu'on ajoute une journée de vague de chaleur, hein, exercice théorique, qu'est-ce que ça donne en nombre d'hospitalisations supplémentaires. Et on obtient donc ces chiffres, vous voyez, de 1 à 13. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas beaucoup, mais il faut bien comprendre l'interprétation. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on fait la somme de tout ça, c'est à peu près 45 hospitalisations en plus. Donc, si on prend une seule semaine au département de l'Hérault et qu'on a une journée de vague de chaleur supplémentaire par rapport à la référence, on a 45 hospitalisations en plus. Okay ? Si vous vous souvenez que tout à l'heure, je vous ai dit que le GIEC et Météo France envisagent des vagues de chaleur qui durent 80 jours, sans discontinuité, on mesure l'impact potentiel, même presque, je dirais, pour le système de soins. Sachant qu'en plus, là, c'est le petit bout de la lorgnette, on est sur l'hospitalisation. On n'est même pas sur les passages aux urgences, on est encore moins sur les soins primaires ou les soins non programmés en dehors de l'hôpital. Donc, on est vraiment sur des impacts qui potentiellement peuvent être extrêmement importants. Et puis, pour finir sur ces hospitalisations, il y a un article, une publication faite par des Américains, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des résultats qui sont quand même cohérents, à la fois sur le type d'hospitalisation lié aux vagues de chaleur, mais aussi sur, on va dire, l'ordre de grandeur de l'effet, hein, de l'impact des vagues de chaleur sur le nombre d'hospitalisations. Malgré des différences, alors certes entre les populations, mais surtout entre les systèmes de santé, qui sont, vous savez, radicalement différents. Mais on a quand même cette homogénéité, cette cohérence. Alors, plutôt que de continuer à vous donner des chiffres, parce qu'il y a énormément de publications sur le surrisque d'hospitalisation, et pour faire la transition avec les inégalités,
ce qui est très intéressant, et le GIEC s'est penché dessus, c'est d'identifier des groupes de populations qui sont à risque. D'accord ? À risque à la fois de mortalité et puis de complications, de morbidité, d'aggravation de maladies préexistantes. Donc, ce que nous dit le GIEC, et qu'on comprend bien quand on a vu le diapo que j'ai présenté, c'est qu'il y a un, les personnes âgées, ça c'est indiscutable, mais aussi deux, les enfants, les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. On a vu les causes principales, AVC, infarctus, décompensation de maladies respiratoires, etc. Les personnes qui sont dénutries, des travailleurs en plein air, quand même, et de façon extrêmement intense, je dirais. Et puis, de façon générale, à l'échelle globale, de personnes qui sont en situation de précarité, avec un sujet sur la précarité, on va dire en tant que telle, socio-économique, et évidemment un sujet sur le logement, qu'on comprend bien. Donc ça, ce sont les catégories de personnes, de groupes à risque, identifiés par le GIEC, on va dire, qui font l'objet d'un consensus. Et quand on a en tête ces notions de groupe à risque, on arrive, je dirais, presque naturellement à la question des inégalités. Donc là, je vais passer un petit peu de temps sur les inégalités à la fois spatiales, géographiques, beaucoup autour des villes, des métropoles, parce que c'est là qu'on a le plus de données, le plus d'informations, et aussi comment est-ce qu'on peut rattacher ça à des inégalités qui sont sociales ou économiques. Donc, je vais simplement vous montrer quelques exemples, et puis après, on va discuter. Donc, premier exemple, c'est Madrid, la métropole, enfin l'équivalent de la métropole de Madrid, au début des années 2000. Et en fait, il y a un travail extrêmement intéressant qui a été fait pour essayer d'expliquer les différences de surmortalité pendant une vague de chaleur précise entre les différents quartiers de Madrid. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est une analyse qui est bien conduite, on va dire, sur le plan méthodologique, et il constate que ce qui va expliquer la surmortalité, c'est certes, si on commence par la fin, l'âge de la population, certes, l'équipement en climatiseur, mais c'est aussi, et indépendamment de tout ça, le revenu. D'accord ? Le revenu, ce qu'on pourrait traduire en France par le revenu moyen des ménages du quartier considéré. Okay, et donc, c'est, je dirais, un premier élément pour commencer à discuter de ces sujets. Ensuite, si on revient en France, il y a une très belle étude qui a été faite par l'INSERM, entre autres, autour de la canicule de 2003, et qui s'est concentrée sur la région parisienne pour des raisons méthodologiques essentiellement, si j'ai bien compris, et qui montre, donc toujours même question, on a une vague de chaleur, on s'aperçoit que la mortalité, la surmortalité n'est pas la même à l'échelle du territoire de la région parisienne. On essaye de l'expliquer, et en fait, ils ont balayé un nombre extrêmement important de facteurs liés à l'âge, liés au logement, à l'urbanisme, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et même quand on prend tout ça en compte, on constate que dans les zones défavorisées, on a une surmortalité 2 fois plus élevée, d'accord, que dans les zones qui sont favorisées. Donc ça veut dire que, grosso modo, le même phénomène climatique a un effet 2 fois plus important dans certaines régions, dans certaines zones, pardon, de la région parisienne comparé à d'autres. OK ? Et alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi cet effet qui est quand même, ce qui a surpris les chercheurs, ce n'est pas l'existence de l'effet, c'est cette taille de l'effet qui est quand même extrêmement importante, 2 fois plus de surmortalité. Il y a beaucoup d'explications. Il y a des explications qui ont été éliminées par les chercheurs. Ce n'est pas la différence d'âge, ce n'est pas la différence de prévalence, par exemple, des maladies chroniques, parce que là-dessus, on avait des données, ils avaient des données qui ont été prises en compte. Il y a beaucoup de sujets autour du logement. Il y a beaucoup de sujets aussi autour de la littératie, c'est-à-dire de la connaissance que les gens, que la population générale a des effets potentiels d'une vague de chaleur sur sa santé. Et il y a aussi beaucoup de déterminants autour de la capacité des individus à mettre en place des comportements adaptatifs. D'accord ?
Il y a peu de littérature là-dessus, mais parmi les comportements adaptatifs, on peut se dire, ben, OK, s'il y a une vague de chaleur, on va passer du temps dans un endroit frais. Mais en fait, c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres. Et donc, il y a, je dirais, tout ce spectre de différences, aussi de littératie et de comportements adaptatifs. Je passe ça parce que c'est simplement pour rappeler les différences en France, enfin les inégalités sociales de santé en France. Donc là, on a vu que dans un pays, même dans une région d'un pays, on a des inégalités qui sont extrêmement marquées, c'est-à-dire que, pour dire les choses autrement, une même vague de chaleur ne va pas avoir le même effet sur tous les groupes d'individus, hein, qui soient définis sur des critères géographiques ou sociaux, notamment. Mais alors, si on élargit le spectre et qu'on se pose la question à l'échelle mondiale, en fait, c'est une toute autre image qui se dégage. Qu'est-ce qu'on a sur ces cartes du GIEC? On a, pour différents scénarios, on va dire le risque d'apparition de ce que le GIEC appelle un seuil mortel, c'est-à-dire des combinaisons de température et d'humidité qui font que, théoriquement, la vie humaine n'est pas possible. D'accord? Donc, quand on prend la période 1995-2005, on voit qu'on est, bon, finalement, c'est la carte des zones désertiques, plus ou moins. Hein, pas tout à fait, mais c'est à peu près ça. Donc, ce sont, à quelques exceptions près, hein, notamment en Asie, à quelques exceptions près, des zones qui sont très peu habitées actuellement. Et ensuite, on a cette même carte à l'horizon 2100 pour 3 scénarios. Et on voit que, même quand on prend le scénario moyen, on voit que cette carte des zones inhabitables par l'espèce humaine, elle a une toute autre dimension et qu'elle touche parfois des pays entiers, des métropoles, des zones extrêmement denses, hein, comme l'Asie du Sud-Est. Et donc, on voit que quand on bascule sur une vision mondiale, on a des inégalités qui sont en fait majeures. Et la question principale probablement qui va se poser, c'est que si certaines zones ne sont plus habitables, ou en tout cas difficilement habitables, il va y avoir aussi une autre conséquence, hein, qu'on voit déjà, hein, c'est ce qu'on appelle les réfugiés climatiques. Donc des populations qui vont devoir, je dirais, forcer les contraintes, se déplacer pour survivre. Donc c'est juste, hein, pour ouvrir un peu la perspective. Évidemment, dans tous ces scénarios, vous le voyez, l'Europe, alors il y a une micro-tache sur le sud de l'Espagne, mais sinon, on n'est pas évidemment considéré comme une zone qui sera inhabitable pour l'espèce humaine. D'accord ? Alors, je vais passer à la dernière partie avec quelques raisons d'espérer. La transition n'est pas facile avec les scénarios. Mais, alors évidemment, une petite boutade, hein, mais j'aime bien cette citation, c'est-à-dire qu'on est devant un problème complexe, donc on peut partir du principe que chaque solution simple va être fausse et ne va pas fonctionner, d'accord? Donc ça, ce n'est pas une raison d'espérer, mais c'est pour faire la transition. Alors, pour, je dirais, simplifier un peu, parce qu'il y a, encore une fois, dans les travaux du GIEC, il y a beaucoup de choses sur les leviers d'action, mais moi, je me focalise sur 2 leviers d'action qui sont identifiés par le GIEC, et je reviens à cette relation dans les 2 sens. La première, c'est on va avoir de plus en plus de vagues de chaleur, c'est un fait. Comment est-ce qu'on peut protéger les plus fragiles, d'une part, et d'autre part, adapter les lieux de vie au sens large. D'accord ? Donc, c'est l'idée qu'on va essayer de limiter l'impact d'un phénomène dont on sait que de toute façon, il ne peut que se renforcer à la fois en fréquence et en intensité. Mais quand même, je vais aussi vous dire quelques mots, même si je suis là pour le coup beaucoup moins compétent, moi, pour vous parler de ça, mais ça me paraît indissociable, c'est que quand même, on peut aussi agir dans l'autre sens et que cette intensification des vagues de chaleur, elle est liée à l'activité humaine. Et donc, et ça, évidemment, c'est je dirais, aussi la raison d'être du GIEC. Il y a cette idée qu'on peut agir dans l'autre sens. Et Béatrice, d'ailleurs, parlait tout à l'heure, ou François, je ne sais plus, mais du fait qu'il y a de plus en plus de démarches, y compris au sein des acteurs du système de santé, pour réduire leur impact sur le réchauffement climatique. Et moi, je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas forcément le levier d'action auquel on pense le plus spontanément. On va penser au transport, on va penser à l'industrie, par exemple, typiquement.
Mais en fait, c'est là qu'on a à la fois, je dirais, les effets du changement climatique, mais aussi quelques leviers d'action. Donc, je trouve que c'est intéressant. Donc, je vais parler d'abord de comment est-ce qu'on peut protéger les plus fragiles. Alors là, moi, je vais vous donner un niveau d'information et je pense que notamment les personnes de l'ARS vont être peut-être un peu déçues parce que je ne vais rien vous apprendre. C'est-à-dire que pour protéger les plus fragiles, j'ai pris un exemple, c'est je devrais dire les plans canicules qui existent en France. Le dernier, je crois, date de 2017, si je ne me trompe pas. Et l'idée, c'est d'identifier les personnes à risque, donc personnes âgées, mais pas seulement, premièrement. Deuxièmement, de pouvoir alerter et protéger en cas de survenue de vagues de chaleur. Et troisièmement, pouvoir informer, communiquer. Donc, c'est vraiment l'idée d'une planification qui est faite à l'échelle nationale, mais qui est déclinée évidemment localement. Et alors, pourquoi je vous parle de ce plan canicule, c'est que je n'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants de l'analyse de l'effet des vagues de chaleur de 2022, mais il semblerait quand même qu'il y ait eu un effet de mitigation, c'est-à-dire que depuis 2003, il y a eu beaucoup de choses mises en place, pas uniquement les plans canicules, hein, mais notamment en termes d'équipement et notamment dans le secteur médico-social, mais aussi probablement en termes, je dirais, de connaissances et d'information de la population générale, et que probablement que alors c'est un exercice théorique, mais si la même vague de chaleur survenait aujourd'hui, elle n'aurait a priori pas le même effet. Même si là, par rapport à ma hiérarchie des informations, je vous donne mon avis personnel, parce que je n'ai pas encore vu de résultat d'analyse qui va dans ce sens, mais je dirais que tout porte à croire que ce type de plan, de toute façon, par nature, je veux dire, est efficace. La deuxième approche qui est intéressante, et là je sors de la France parce qu'à ma connaissance ça n'a jamais été fait, mais encore une fois ma connaissance est peut-être incomplète, c'est une approche qui est mise en œuvre notamment à New York aux États-Unis, c'est d'identifier a priori, surtout dans les grandes métropoles, les zones géographiques qui sont vulnérables, qui sont à risque. Okay, donc ça c'est une carte qui est statique, hein, c'est toujours la même, elle est mise à jour de temps en temps, hein, tous les 2 ans, je crois. Et donc, vous reconnaissez la forme de New York et vous reconnaissez, enfin, vous ne reconnaissez pas parce qu'on ne les voit jamais comme ça, mais ce sont tous les quartiers de la ville. Et chaque quartier a une couleur. Ceux qui sont clairs sont peu vulnérables et ceux qui sont foncés sont très vulnérables. Et c'est intéressant parce que c'est un outil que la ville de New York utilise aussi pour, comme on dit actuellement beaucoup, aller vers les personnes les plus vulnérables et prioriser géographiquement des actions. Et simplement, pour rendre ça un peu plus concret, j'ai pris 2 exemples de quartiers qui sont en plus géographiquement très proches. Hein, d'accord ? Il y a quelques kilomètres entre les 2 quartiers. Un quartier qui est l'Upper East Side, donc, qui fait partie des quartiers les moins vulnérables. Donc, vous voyez les caractéristiques en termes de température de surface, hein, c'est pendant l'été. De proportion d'espaces verts, de taux de pauvreté et d'équipement des logements en climatiseur. Et vous voyez à côté, pour ce quartier qui s'appelle Hunts Point, qui est dans le Bronx, en fait, zone défavorisée, mais aussi zone où la température de surface est la même. Hein, alors, je vous rappelle, c'est à quelques kilomètres. Il y a moins d'espaces verts, il y a 10 fois plus de pauvreté, et il y a un taux de climatisation qui nous paraît, nous, je dirais, européens faramineux. 84% des logements sont équipés de climatisation, mais c'est le taux le plus bas dans la métropole de New York. Donc c'est une approche qui est intéressante, qui permet probablement de cibler les choses et d'identifier vraiment des zones qui sont à risque. Ensuite, il y a la question d'adapter les lieux de vie. Donc là, je vous le dis, je sors franchement de j'allais dire de ma zone de confort, mais en tout cas de mon espace d'expertise. Mais et on sort aussi, il faut être honnête, au-delà de mon expertise, on sort aussi je dirais, d'un niveau de preuve important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, et c'est pareil pour tout le monde en fait, on n'a pas de preuve, je dirais, tangible que planter des arbres va diminuer la mortalité. D'accord ? On a des preuves que planter des arbres va diminuer la température à la surface de la ville. Ça va réduire l'effet d'îlot de chaleur, ça c'est très clair. Il y a des mesures, c'est complètement
je veux dire, certains indiscutables. Mais l'effet ensuite sur la mortalité, à ma connaissance, il a été très peu étudié. Et chaque fois que j'ai cherché, moi, des publications, c'est toujours plutôt des analyses qui sont des discussions prospectives, en fait, hein, plutôt que des retours d'expérience. Mais il y a quand même des choses qui se dégagent sur l'aménagement urbain avec un rôle pour les espaces verts, un rôle sur la capacité de la surface de la ville à réfléchir la lumière et la chaleur. Donc, c'est la question des surfaces réfléchissantes. Notamment quelque chose qui paraissait anecdotique il y a quelques années, qui est la couleur des toits, mais qui en fait apparemment, encore une fois, a un impact juste faramineux sur la température au sol et dans les bâtiments. Et puis la question de corridors frais, c'est-à-dire permettre aux gens de se déplacer sans être exposés à des températures qui soient complètement insupportables. L'autre façon d'adapter les lieux de vie, c'est l'architecture. Là encore, ce n'est pas du tout mon domaine d'expertise. Là encore, à ma connaissance, on n'a aucune preuve que améliorer l'isolation thermique va entraîner une baisse de mortalité, hein, ou une baisse de survenue de maladies. Mais je dirais que ça fait partie des choses qui sont mises en œuvre par la plupart des métropoles. Et là, il y a deux sujets intéressants. Je passe un peu de mon isolation thermique, je dirais c'est un sujet presque évident. Il y a la question de la climatisation, puisque vous savez, on l'a vu à New York, que la climatisation protège l'individu, mais la climatisation, en fait, augmente le risque de la collectivité, hein, si on veut dire les choses, puisque, notamment dans les métropoles très denses, la climatisation, c'est un des facteurs aussi très importants de réchauffement de l'air à un niveau très local. Et donc, c'est une alternative, hein, c'est une solution qui, de l'avis, en tout cas, des experts du GIEC, n'est pas une solution facilement généralisable. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un faisceau d'actions qui sont possibles et qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent quand même autour de l'urbanisme et de l'architecture, avec quand même, je dirais, un niveau de preuve, si on peut reprendre cette terminologie biomédicale, qui est assez faible, c'est-à-dire qu'à ma connaissance, personne n'a jamais montré et mesuré l'impact. Et puis, la dernière façon d'agir, et là, cette fois-ci, c'est en se disant que si on a bien compris le fait que l'espèce humaine est à l'origine du réchauffement climatique, on comprend aussi du coup qu'on a une partie des leviers d'action en main. Je dis une partie seulement parce que je ne suis pas climatologue, mais chaque fois que je lis des choses, je comprends bien que de toute façon, la vitesse jusqu'en 2045, elle est réglée, hein, en gros. Donc, on peut pas freiner. Par contre, sur ce qui va se passer après 2045, là, je dirais qu'on a les leviers d'action entre nos mains. Pourquoi? Parce que vous voyez simplement que les différents scénarios que j'ai présentés tout à l'heure, ils sont définis par des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre. D'accord? Donc, c'est effectivement évident, on en parle beaucoup, mais il faut bien revenir au fait que savoir quelle surface de la Terre sera inhabitable ou savoir si on aura ou pas des vagues de chaleur de 80 jours en France, en fait, ça dépend de où on va se positionner entre les scénarios plutôt favorables en bas ou les scénarios plutôt défavorables en haut. D'accord? C'est une conséquence directe, en fait. Et donc là, c'est la question de l'action collective. C'est la question, là, on sort de l'aménagement urbanistique ou architectural de la métropole. On est sur des questions qui sont des questions mondiales. Moi, il me semble, bon, je ne suis pas ni climatologue, je ne fais pas de politique, mais il me semble percevoir qu'il y a une prise de conscience qui m'a l'air quand même assez récente. Mais la question de l'avis des experts, la question, c'est comment on fait, et notamment comment on fait ça au niveau international. Et comment on fait ça sans renforcer les inégalités. Ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas de discuter comment les gouvernements vont s'entendre et vont réussir à avancer, pas seuls d'ailleurs, hein. C'est de considérer quand même que finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est que l'écologie, c'est un levier pour la santé publique. D'accord ? On avait souvent cette idée que l'écologie, c'était la protection de l'environnement. Et quand on parlait d'environnement, en général, implicitement, on excluait l'homme de l'environnement. Mais en fait, concrètement, l'écologie, donc la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un levier d'action, on l'a vu, enfin j'espère qu'on l'a vu ce soir, pour améliorer la santé de l'espèce humaine. Et c'est cette idée de santé globale, de une santé, de One Health, c'est-à-dire que oui,
l'homme a un effet sur la santé de la planète, donc sur le climat, mais le climat a un effet sur l'homme. D'accord ? Donc, on est sur cette notion qui est centrale. Et alors, pour finir sur des notes optimistes, vous allez me dire, OK, c'est bien gentil ce que vous racontez, mais on n'est pas capable de s'accorder à l'échelle internationale pour faire de la santé publique. Je vais donner un exemple. Alors, il est un peu caricatural, un peu simpliste, mais c'est l'éradication de la variole. Okay ? Tout le monde, enfin, je veux dire, oui, ici, tout le monde sait que la variole est éradiquée. Maladie grave, hein, quand même, en cumulé, je crois, plus de 300 millions de décès sur quelques siècles, hein, donc maladie extrêmement grave, extrêmement fréquente, qui a été éradiquée officiellement en 1980 par l'OMS, déclarée éradiquée. Il y a eu quelques recrudescences localisées depuis. Mais en fait, pourquoi moi je trouve que c'est intéressant? Parce que pour éradiquer la variole, on parle d'un effort concerté à l'échelle planétaire. Alors, sous l'égide des Nations Unies, donc c'est la question de ce que peuvent faire aujourd'hui les Nations Unies en 2022, mais aussi à l'époque de la guerre froide. Hein, on vit une époque complexe, mais je pense que les années 50-60 étaient complexes aussi. Et malgré ça, il y a eu, je dirais, un consensus, il y a eu des financements, des investissements, il y a eu aussi des campagnes d'information, il y a eu des financements de recherche scientifique majeurs. Et donc, on est arrivé à ce résultat qui est, je trouve, un beau résultat de santé publique collectif. Même si je vous accorde que les leviers d'action sont beaucoup plus simples, on parle de vaccination, hein, on ne parle pas de limiter les gaz à effet de serre. Et puis, la deuxième raison d'espérer, c'est le tabagisme. Alors, en fait, moi, j'aime bien cette image parce qu'on dit toujours qu'on est mauvais en France, et c'est vrai parce que le tabagisme est toujours plus prévalent que chez nos voisins. Mais quand même, si on regarde cette diapositive, et si on prend, je suis désolé mesdames, on prend la ligne du haut, c'est les hommes. En fait, en 1974, 59% des hommes adultes fumaient. Moi, j'ai relu plusieurs fois la diapo, je savais qu'on avait eu une baisse importante, mais en fait, 2 hommes sur 3 fumaient en 1974 en France. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 30%. Donc, on est toujours plus mauvais que nos voisins. Okay ? Mais vous voyez qu'on a quand même été capable de mettre en place, donc là, c'est uniquement l'aspect réglementation, hein, avec les différentes lois, avec l'information sur les paquets, mais on pourrait parler aussi de politique sur le prix, politique fiscale, on pourrait parler aussi d'information même du grand public hein, sur les effets du tabagisme. Je pense qu'on pourrait parler aussi de niveau de connaissance des professionnels de santé sur les effets du tabac. Donc je pense ça paraît anecdotique, mais j'ai l'impression qu'on fait pas mal de liens avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et donc voilà, je voulais simplement partager ça pour dire qu'on est capable de faire des choses dans la durée, on est capable de faire des choses complexes, et on a été capable, en tout cas au moins une fois, de faire des choses à l'échelle internationale de manière coordonnée. Et c'est pour ça et c'est ma dernière diapo, ma conclusion, c'est que l'espoir est permis et je pense qu'on peut être d'accord hein, que effectivement, et je trouve que c'est intéressant qu'on soit ce soir là réunis parce que je pense qu'on a la plupart des acteurs qui sont concernés par le sujet. On a aussi une forme de prise de conscience. À ma connaissance, c'est la première fois que ce sujet est apporté sur la table dans un événement qui en plus rassemble des professionnels, mais aussi du grand public. Hein, donc, je trouve que c'est un signal probablement aussi de prise de conscience qui est intéressant. Et voilà, donc je finis sur cette note d'espoir et je vous remercie et je répondrai à vos questions avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Grégoire pour cette présentation que je pense qu'on seront tous d'accord pour dire qu'elle était passionnante. C'était passionnant, inquiétant, mais tu disais c'était bien de finir sur une note d'espoir. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour notre intervenant, du coup? Moi, je vais me permettre une question par rapport à ça. Alors, effectivement, c'est inquiétant, mais
Je t'entendais présenter finalement les effets qui étaient extrêmement larges en termes de santé, d'impact pour nos patients. En tant que médecin généraliste, presque, on a de quoi se sentir impuissant par rapport à cette situation-là. Alors, bien évidemment, tu disais le levier et l'écologie dans cette situation, c'est bien d'insister là-dessus. Mais tu as dit, de toute façon, il y a une forme d'inertie. Donc, les vagues de chaleur, on va se les, pardon le terme, taper pendant les 25 prochaines années au moins. Elles seront peut-être pires, tu disais après, selon comment on réagit d'ici là. Ce n'est pas spécialement mon style de me résigner, mais je me dis qu'effectivement, toutes les clés, je ne les ai pas, et les cartes, je ne les ai pas toutes non plus en tant que médecin généraliste, mais pardon pour la formule un peu simpliste, mais voilà, en tant que médecin de santé publique, tu aurais une baguette magique. Qu'est-ce que tu fais? Alors, mis à part le côté, pas sur le côté, on va empêcher le réchauffement et compagnie, parce que ça, on n'y peut rien, c'est une décision sociétale et compagnie. Mais voilà, finalement, on doit pouvoir repérer ces patients. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on peut proposer dans nos cabinets? Qu'est-ce qu'on peut éventuellement avoir en discussion avec l'agence aussi? Toutes ces réflexions-là, où tu en es par rapport à ça? Alors, il n'y a pas de baguette magique, évidemment. Moi, mon sentiment, mais là, je vous partage mon avis personnel, hein, et je le dis parce que c'est important, mais mon sentiment, c'est que si on arrive à avoir une approche, je pense que l'approche spatiale au sens géographique, elle est intéressante. Dans les grandes métropoles, mais aussi dans les zones rurales, je ne suis pas sûr qu'on ait une idée très claire des zones géographiques avec un niveau de finesse important qui sont particulièrement, je dirais, vulnérables, hein, un peu l'approche de New York, à la fois du fait des caractéristiques de la population, mais aussi du fait des caractéristiques de l'environnement au sens urbanisme, mais aussi environnement au sens large. Donc, moi, j'ai l'impression que là, il y a des choses à faire. Alors, tu vas me dire, ça ne résout pas la question du médecin généraliste, mais sur le médecin généraliste, moi, je suis persuadé qu'on peut presque quand même identifier, ou en tout cas pré-identifier les patients dans ta patientèle qui sont en situation de vulnérabilité. D'accord ? Alors, c'est la question aussi de comment est-ce qu'on conçoit des outils qui sont alimentés par des données et qui vont permettre d'apporter une information qui soit utile aux médecins généralistes, mais en fait pas que aux médecins généralistes, hein, c'est-à-dire à l'ensemble des acteurs qui sont engagés. Mais moi, je ne peux pas m'empêcher de penser que dans quelques années, on sera capable, enfin, un médecin généraliste sera capable de dire, OK, dans ma patientèle, j'ai X dizaines de patients qui sont les plus vulnérables en cas de vague de chaleur. D'accord ? Alors, je ne dis pas que s'il y a une vague de chaleur, je ne dis pas que c'est toi qui vas appeler les patients, aller les visiter à leur domicile. Je ne pense pas que ce soit le bon levier d'action, mais je pense quand même qu'on est capable aujourd'hui correctement d'identifier ces patients qui sont à risque. Et si on peut les identifier, moi, je n'ai pas les clés, mais je me tourne aussi vers l'ARS, c'est-à-dire ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme levier d'action au niveau individuel. Dans les plans canicules, il y a des choses qui marchent bien, c'est-à-dire qu'il y a des villes qui s'organisent pour appeler systématiquement tous les habitants de plus de 85 ans, par exemple. Et ça, je pense que c'est faisable, c'est raisonnable. Et donc, on pourrait essayer de transposer ça au monde de la santé. Mais je ne sais pas comment le faire, mais je pense que c'est possible. Tu disais qu'il faut effectivement qu'on identifie ces patients. Alors, effectivement, les mairies ont des registres sur lesquels les gens peuvent s'inscrire. Mais moi, en tant que généraliste, je n'ai pas accès à ce registre, par exemple. Et donc, ça aussi, peut-être qu'il y a des choses à penser d'un point de vue complètement opérationnel, en disant effectivement, docteur, tels patients dont vous êtes déclaré médecin traitant pour ces patients-là, sont particulièrement à risque parce qu'ils sont eux-mêmes déclarés. Après, il faut que ça se rejoigne avec effectivement notre base à nous. Mais même malgré ce, on est sur du déclaratif. Donc, on sait que les patients qui iront là-dessus sont les patients finalement qui sont les moins à risque d'inégalité sociale de santé, qui sont finalement les mieux pris en charge. Quand on a des dispositifs, par exemple, on a le dispositif SOFIA, on sait bien que les patients qui sont sur SOFIA pour le diabète sont les patients qui sont même les mieux équilibrés. Et donc, effectivement, il y a des choses à inventer, mais... Ouais. Alors, après, on en discutera peut-être après, mais tu as quand même des informations, tu connais l'âge des patients, tu sais où est-ce qu'ils habitent, tu sais dans quel contexte ils habitent, tu sais s'ils ont des comorbidités. Donc, moi, je pense quand même que tu as des informations. C'est ça. Oui, il faut trouver l'articulation entre les deux.
Pour rebondir, on a parlé au niveau de la patientèle médecin traitant. Effectivement, on a peut-être la capacité d'identifier. Je crois qu'on a la capacité quand on va en visite. Moi, j'étais personnellement confrontée à un décès inopiné dans un HLM de Saint-Georges-d'Or dans lequel je n'étais jamais allée. Ce n'était pas mon patient, mais bon, j'étais là par hasard. Et c'est vrai que j'étais surprise. Je me disais, c'est pas possible. En fait, il y avait une baie vitrée en pleine chaleur. Et la cuisine, donc pas possibilité de faire l'aération. Donc ça, éventuellement, on peut l'identifier. Par contre, je pense que si on ne peut pas le faire au niveau de la maison de santé, parce que je pense que ce n'est pas le bon niveau, c'est le bon niveau pour opérer nos propres patients sur nos propres critères, mais je pense que peut-être le maillage, ça doit se faire au niveau de la CPTS, c'est-à-dire la communauté professionnelle, et peut-être comment derrière, on est plusieurs d'entre nous engagés à la CPTS, soit être porteurs, soit être engagés, comment derrière on pourrait enclencher un mouvement de repérage, de mise en action, parce qu'une fois qu'on a repéré, c'est bien. Mais quand derrière, qu'est-ce qu'on en fait? C'est-à-dire le patient, on ne peut pas l'amener dans notre cabinet, le rafraîchir. Vous savez que des fois, c'est arrivé de négocier avec la maison de retraite, des espaces frais, etc. Et donc, ils ont des obligations de le faire. Mais derrière, comment derrière, on peut travailler ensemble avec la santé publique au niveau du territoire et sur une échelle populationnelle? C'est vrai qu'effectivement, la cartographie était particulièrement intéressante de New York. Hein. Particulièrement intéressante. Oui. Bonsoir, Eva Cosu, médecin généraliste, et merci pour votre intervention. Juste pour signaler une ressource, parce qu'il y a 1 an ou 2 ans, au sein de l'URPS Occitanie, on a fait une fiche sur le dérèglement, le changement climatique et les vagues de chaleur, avec un petit peu la mise en place justement de l'articulation avec la connaissance du registre, parce que c'est déjà important en fait de l'apporter finalement à la connaissance des médecins. Tout le monde n'en a pas connaissance. Oui, il y a un problème pour s'articuler, mais l'exercice coordonné, comme le disait Béatrice, je pense, est la bonne solution pour se coordonner, savoir ce que les mairies font, si elles appellent les patients. Et sur cette fiche que vous trouvez sur le site de l'URPS, il y avait aussi des adaptations à faire dans le cabinet par rapport aux vagues de chaleur et l'anticipation de ces vagues de chaleur à venir qui vont être de plus en plus intenses et fréquentes. Merci. Je passe là. C'était bon? Oui, merci, c'est pour cette présentation qui était très intéressante. J'avais une question par rapport à la carte que tu as montrée de New York. C'est pour savoir derrière quelles étaient les mesures qui étaient prises en termes de politique publique. Est-ce que c'est les mêmes mesures que celles qui sont prises en France pendant en prévision des vagues de canicule, ou est-ce qu'il y a d'autres idées dont on pourrait s'inspirer aussi dans les politiques publiques françaises de ce qui est fait là-bas? Alors, à ma connaissance, il y a 2 utilisations. C'est une cartographie qui est accessible au grand public. Donc, en fait, on peut rentrer son adresse de domicile personnel et on a l'information. Bon, je pense que c'est plus un gadget qu'un truc efficace. Et sinon, les actions qui sont mises en œuvre, elles sont, je pense, assez proches de celles que nous, on met en œuvre, c'est-à-dire d'identifier dans ces quartiers les personnes isolées, âgées, et puis de voir si... par quel biais on peut les contacter finalement. Donc on est vraiment sur ce niveau qui est d'identifier, d'aller vers ces personnes, mais en priorisant des zones géographiques particulières. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques éventuelles? J'arrive de suite. Oui, sur le même modèle que vous disiez tout à l'heure, à savoir que la vague de 2003, si elle se représentait aujourd'hui, elle serait traitée différemment, elle aurait beaucoup moins d'impact. Est-ce que les scénarios, même les plus pessimistes, ont pris en compte ce biais-là? C'est-à-dire que si toutefois, effectivement, on était confronté à un autre pic, on réagirait toujours de manière plus appropriée, et ainsi de suite. Et est-ce que, justement, le pire des scénarios prévoit ce genre d'ajustement? Alors, c'est une question intéressante. Pour l'instant, les scénarios qui existent, ce sont uniquement des scénarios climatiques. Donc, ils nous disent, voilà l'évolution des températures et donc des vagues de chaleur. Ils ne nous disent pas, voilà l'évolution de la mortalité, par exemple, je pense à la question, liée aux vagues de chaleur. Mais alors, il y a des chercheurs qui font ça, mais en fait, c'est très complexe parce que la question que vous soulevez est la bonne. C'est-à-dire que
entre comment on va être, je dirais, prêt et comment on va réagir en 2070 et aujourd'hui, c'est très différent. Et surtout, personne ne sait. Personne ne sait ce qui va être mis en place et l'efficacité que ça aura. Donc, moi, mon sentiment en travaillant là-dessus, c'est que faire le lien entre une évolution climatique et puis un impact en termes de mortalité, quand même, ça reste très, très compliqué. Moi, je suis incapable de vous dire, et je ne le dirai jamais, on aura 2, 3, 4, 5 fois plus de décès en 2050. On ne sait pas. Parce qu'un des facteurs d'incertitude, c'est justement l'adaptation, la prévention. Et moi, personne ne sait ce qui va être mis en place. Voilà. C'est ce qui nous permet d'espérer. C'est aussi une raison d'espérer, la façon dont on va s'adapter. J'avais une petite question. Est-ce que vous avez étudié éventuellement le lien entre vagues de chaleur et l'impact sur les pollens, et notamment, je pense aux pollens allergisants, puisqu'ils ont aussi un impact sanitaire qui est important? Alors non, la seule chose que je peux dire, mais c'est une généralité, c'est qu'à ce risque de vagues de chaleur peuvent s'ajouter des risques de pollution atmosphérique et de pollen. C'est-à-dire que quand on a les 3 facteurs qui sont combinés, on a un impact d'autant plus important sur la santé. Mais si votre question, c'est que une vague de chaleur peut déclencher un pic de pollen pour certaines espèces végétales, je ne sais pas. Et je n'ai pas regardé la question. Non, moi, je voulais juste vous remercier, docteur. D'une part, vous dire que si vous souhaitez venir travailler à l'agence, vous êtes le bienvenu. Voilà. C'est pour ça aussi que je suis resté. Il faut que je fasse mon marché. Je n'ai pas préparé de réponse à cette question, monsieur. Vous me la direz en off, bien entendu. Non, au-delà de cette boutade, je pense que le rôle des professionnels de santé que vous êtes, quel que soit le lieu où vous exercez, à mon avis, il est fondamental. Pourquoi? Parce que vous l'avez clairement montré, on sait que de toute façon, jusqu'en 2050, l'histoire elle est à peu près écrite. Donc, à partir du moment où on le sait, déjà, il faut qu'on anticipe ça, y compris dans l'ensemble des plans à venir futurs. Et vous allez devoir, en tant que professionnel, à la fois gérer cette période-là, c'est-à-dire guérir, tout en anticipant et en faisant en sorte que quand même l'impact soit le plus minoré possible pour la population. Mais on a aussi un rôle en même temps qui va être de faire de la prévention pour après. Et c'est tout l'enjeu de la prévention, c'est toutes et tous que la prévention, en fait, ce n'est pas par rapport uniquement à la santé orientale, mais généralement, ça porte ses fruits jamais avant 25-30 ans. Et typiquement, on est dans ce cadre-là. On voit bien que les actions qu'on doit mener dès aujourd'hui, finalement, ce n'est presque pas pour nous, encore que vous êtes jeunes, mais c'est surtout pour la génération d'après. Et si on ne fait pas l'effort nous-mêmes d'investir, et notamment la puissance publique sur ces sujets-là, je ne suis pas persuadé que les individus individuellement le fassent, parce qu'en fait, il n'y a pas d'impact direct pour eux. En tous les cas, ils ne le verront pas, puisque c'est trop loin pour se placer dans le temps. Voilà. Donc, je pense que là, le rôle, pour le coup, du professionnel de santé, il est quand même fondamental, puisque vous êtes au contact de la population, qu'elle soit jeune, moyennement jeune ou âgée, et donc avec à chaque fois une intervention qui va être différente, parce que quand elle sera très âgée, vous serez plutôt sur la guérison, etc., et quand elle sera très jeune, plutôt sur la prévention à plus ou moins long terme. D'où la nécessité, comme vous l'avez fait là, moi je suis preneur de votre diaporama, et après de vous cloner, parce que je trouve que la vulgarisation que vous faites de l'ensemble de ces sujets, elle est compréhensible. C'est d'ailleurs pour ça que moi je suis resté jusqu'au bout. Vous avez vu que j'ai été captivé parce qu'elle est compréhensible par tout un chacun. Généralement, on a des communications soit très scientifiques, soit très techniques, mais jamais dans cette vulgarisation compréhensible pratiquement par n'importe quel individu, même si, bien entendu, sur les publics que vous avez cités, qui sont celles et ceux qui sont les plus éloignés du système de santé. Et en fait, ce qu'on constate sur la chaleur, on l'a constaté sur tout. On le constate surtout, on l'a constaté sur le Covid, et c'est exactement les mêmes quartiers qui sont les plus touchés par la chaleur qui ont été touchés par le Covid. C'est exactement pareil, parce que forcément, nos populations qui sont éloignées du système de santé, il y a des causes qui font qu'elles sont éloignées du système de santé, parce qu'elles sont aussi fragiles socio-économiquement, etc. Et donc, c'est tout un ensemble. Et je terminerai par là. Moi, je rejoins ce qu'a dit la vice-doyenne. Je pense qu'on devrait ajouter dans
l'ACI des CPTS, pour parler crûment, la personne n'a rien compris, mais ce n'est pas grave, un volet santé environnementale. Il y a un volet prévention, il y a un volet... Et bien entendu, les MSP. Mais les MSP, c'est plus simple, parce que comme il n'y a pas d'ACI, on peut se débrouiller autrement. Mais il faut effectivement que ce soit écrit. Et quand vous regardez les différents volets, finalement, c'est toujours les mêmes volets classiques. Vous retrouvez l'apparence des soins, un machin, un truc. Jamais la santé environnementale, conçue, comme vous l'avez dit, docteur, comme facteur de santé publique et déterminant de la santé des individus, n'apparaît. Et je pense que c'est ça qu'il faut vraiment qu'on inscrive. Et je pense que si on doit avoir une action, par exemple, dans le projet régional de santé, ben c'est celle-ci. Parce que finalement, ce n'est pas prévu au niveau national. Rien n'interdit qu'on fasse quelque chose en région, puisque c'est d'ici qu'on y travaille. Et par ailleurs, je voudrais aussi insister sur le fait, parce qu'on s'est focalisé sur l'impact direct de la chaleur. Mais le réchauffement climatique, ça entraîne plein d'autres choses, parce que ça entraîne la sécheresse, et on est une région, on l'a bien vu, fortement touchée, mais si vous n'avez pas la sécheresse, ça entraîne les incendies. Quand on a les phénomènes de pluie CN9, vous savez que ça réveille dans tous nos espaces toutes les pollutions possibles et imaginables et que ça fait ressortir l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel, etc. Donc, on voit bien que tout ça a un impact global et que ce volet santé environnementale, au-delà même de l'aspect chaleur, parce que par ailleurs, pour lutter contre la vague de chaleur, peut-être qu'on va aggraver, parce que vous l'avez bien montré avec les aspects climatisation, mais peut-être qu'on va aggraver la santé environnementale. Et ça peut être aussi un cercle non vertueux. Donc, il faut qu'on fasse attention dans la manière dont on répond aux vagues de chaleur sur la santé pour qu'elles n'aggravent pas dans 30 ans la santé des individus par les mesures même qu'on aura prises pour lutter contre les vagues de chaleur. Donc, on voit bien qu'on a une forme de pensée extrêmement nouvelle, je pense, à inventer. Vous l'avez rappelé du concept d'une seule santé, mais je pense que voilà, il faut qu'on l'inscrive aussi dans nos politiques et donc y compris dans nos financements. Parce que forcément, à un moment donné, tout ça va nécessiter quand même d'investir. La santé, comme toujours, c'est un investissement, mais là, on investit à la fois à court terme pour anticiper le réchauffement qui est inéluctable d'ici 30 ans, et on doit investir pour après, pour essayer de faire redescendre, ou en tous les cas, de stabiliser, que ça ne s'empire pas. Et donc, ça montre bien, de toute façon, quoi qu'il arrive, on va devoir vivre avec et aussi s'adapter. Et donc là, le rôle du professionnel de santé, il est assez fondamental. Sachant que vous avez rappelé le plan canicule, quand vous regardez les différentes mesures, c'est des mesures de bon sens. Il n'y a rien de bien compliqué à mettre en œuvre. Fermer ses volets le matin pour que la chaleur ne rentre pas et plutôt ouvrir la nuit, c'est quand même... Et le coût de la baie vitrée, voilà, c'est typiquement... voilà. Alors, je n'oserais pas dire qu'ici, on a beaucoup de baies vitrées dans cette formidable faculté, mais il faut que je fasse attention. Voilà, mais on voit bien que là aussi, il faut qu'on sache l'aspect réfléchissant, vous l'avez dit, de la ville. Voilà, il faut qu'on trouve des méthodes. Mais vraiment, bravo. Et encore une fois, vous êtes le bienvenu à l'ARS. Merci. Merci, monsieur le directeur. Une question là-haut. Non, juste une petite question, c'était pour savoir si vous aviez une idée de la démographie en 2100 aussi. Non, mais je pense que ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire quand on voit les scénarios climatiques, on a aussi des scénarios démographiques pour la France qui sont assez précis d'ailleurs. Mais ensuite, si on veut combiner tout ça, c'est pour faire des projections d'impact en termes de mortalité, d'hospitalisation, mais il y a trop d'incertitudes, je pense. Mais on sait pour la France, l'augmentation et surtout le vieillissement de la population, dans plusieurs décennies, c'est à peu près clair, c'est même très clair. Donc, ça fait partie des éléments, je dirais, de contexte. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui. Bonjour. Delphine Soulignac pour l'IREPS, l'instance régionale d'éducation et promotion de la santé. Une question toute bête. Est-ce que vous prévoyez d'intervenir auprès d'élus ou de décideurs publics pour porter ce type de discours très clair, très pédagogique, pour justement avoir un impact sur des leviers que vous avez pu présenter tout à l'heure, comme la végétalisation, le développement d'espaces verts, etc., qui pourraient avoir voilà, un effet tout à fait intéressant à court, à moyen et à long terme? Est-ce que c'est prévu? Est-ce qu'on peut vous solliciter pour ça? C'est pas prévu, mais
on travaille avec la métropole de Montpellier sur ces sujets au sens large, on va dire. Donc, mais moi, je suis persuadé que une partie des leviers d'action sont aux mains quand même des collectivités locales. Quand on parle urbanisme, architecture, bon. Voilà. Donc oui, moi avec plaisir. Après, Grégoire, si tu travailles à l'ARS, tu peux devenir lobbyiste, hein, de toute façon. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'ai vérifié sur le Zoom, il n'y en a pas. Des questions? David. David voulait poser une question. Ah. Est-ce que tu es disponible le 12 octobre 2023 à 11 h pour faire exactement la même chose aux médecins généralistes, aux internes qui sont en formation à Nîmes? Redis-moi la date. 12 octobre 2023. 2023, d'accord. Je dirais. Tu as le temps. Voilà. A priori. Mais a priori, oui, sauf si on a une vague de chaleur j'inviterai les élus à venir voir ça parce qu'il faut qu'ils viennent. Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Il faut partager ce type d'informations. Donc, ça signifie plusieurs choses. Effectivement, on se bat pour t'avoir tous. Donc, c'est bien. Si tu veux venir à la MSPU, tu es bienvenu, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse te proposer comme à l'ARS. Mais voilà, mais tu serais bienvenu, bien entendu. On n'a pas fini de t'embêter, en gros. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour la salle? Avec ton accord, on mettra la conférence filmée du coup sur YouTube de la faculté, si tu es OK. Bien sûr. Ça, pour que les gens puissent en profiter, pour qu'ils regardent ça, c'est trop intéressant. Je remercie l'assistance pour la participation à cette heure tardive. Je te remercie bien évidemment pour ton intervention et sa qualité. Je vous remercie, puis donc à la 3e édition l'année prochaine. Merci. Merci François.